tous. On est ravis avec Kelly de vous recevoir donc aujourd'hui pour un nouveau live chez Start un Job. Donc là c'est le 4e épisode de notre série en quête du premier job. Et donc ce soir on va interviewer Victor. Donc Victor est recruteur et directeur associé chez Pueri Emploi. Donc @Pueri Emploi, vous pouvez le trouver sur Instagram, mais aussi sur LinkedIn, on en reparlera des contacts de Victor. Donc voilà, on est ravis. Et on est ravis de vous retrouver, surtout après ce petit moment, et on espère que, comme d'habitude, si vous avez envie de poser des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez le petit chat et on prendra les questions au fur et à mesure. Ouais, exactement. Eh bien écoutez, alors, avant d'accueillir Victor, simplement pour vous dire un petit message, Victor donc a été assistant juridique et dans le recrutement. Donc, pour toutes ceux et toutes celles qui se posent des questions, on va parler de son parcours et aussi peut-être d'autres surprises qu'on vous dira au fur et à mesure. Restez bien avec nous jusqu'au bout de ce live. Exactement. Alors, Victor, donc on te voit. Bonjour à Alexia, bonjour à Zedemeka. Bienvenue à tous et à toutes. Ah, superbe, on a du monde. Hop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ces lives, c'est chouette. Mais fait oui. du bien. Ok. Alors, donc n'hésitez pas à nous dire comment vous allez ce soir, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live. Voilà, comment ça va dans vos vies pro, comment les choses vont. La recherche d'emploi, tant qu'on y est. Par exemple, exactement. N'oubliez pas, on vous tient informé, on va bientôt donc lancer la nouvelle session de Start, qui est notre programme phare du coup de Start un Job. Tout à fait. Donc voilà, on vous en parlera là dans les prochaines semaines. Exactement, et surtout qu'on a vraiment revu un certain nombre de choses ensemble pour l'améliorer encore plus. Ouais, c'est ça. Donc Exactement. n'hésitez pas. Super. Alors, hop. Donc Victor, on t'a fait la demande, enfin on te l'a envoyée. Donc si tu arrives à la voir, tu peux cliquer sur accepter. Donc essaie de nous l'envoyer toi pour voir, parce que là j'ai vu que tu n'avais pas pu. Voilà, pour les autres personnes, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'intervenir, de dire des choses qui sont importantes pour vous, que ce soit par rapport à la recherche d'emploi, par rapport à notre invité aussi de ce soir, n'hésitez pas. On garde vos questions et de toute façon, comme vous le savez, il y a un replay, toujours Instagram et YouTube. Donc on mettra ça dans les prochaines heures. Exactement. Et c'est parti. Bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On t'entend bien, on te voit bien. C'est bien, super. Du coup, je vais peut-être me présenter déjà pour un premier temps. Du coup, moi, je suis Victor Bernardi, je suis directeur associé d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Pueri Emploi, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans la petite enfance, l'enfance et le handicap. Et donc, alors moi, j'ai eu un parcours un master en gestion des ressources humaines et sociologie du travail. Donc, tu l'as fait où ce master? Dans quelle région? À Paris. À Paris. Okay. Je l'ai fait au CNAM de Paris, au Conservatoire national des arts et métiers. Et j'ai fait une licence avant, pareil, en gestion des ressources humaines. Et donc, au CNAM aussi? Au CNAM aussi, ouais. Exactement. Okay. Voilà. Et puis du coup, j'ai eu ma première expérience en ressources humaines. Finalement, ça a été dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH. On s'est rencontrés comme ça avec qui d'ailleurs. Attends, Victor, oui, dites-nous un petit quand même. Bah oui, parce que comment vous êtes rencontrés? Parce que professionnellement, Victor, tu m'as aidé, tu as contribué, parce que j'ai fait partie du programme d'accompagnement il y a un peu plus de 10 ans. Oui, c'est ça. Maintenant de ça. Exactement. Pour justement trouver le premier emploi. Oui, c'est ça. Donc la boucle
Et bouclé. Mais c'est Exact. génial. Je C'est savais pas ça. pour la petite Exact. histoire. Voilà, Oui, c'est oui, trop bien. c'est ça. En fait, Mosaic RH, c'était un cabinet de recrutement qui accompagnait, enfin qui recrutait et qui accompagnait les jeunes issus, on va dire, de quartiers populaires à trouver un emploi. Et ils étaient sur du bac plus 3, bac plus 5. Et effectivement, Kelly a fait partie du programme Campus, qui était un programme d'ailleurs qui doit exister toujours, et qui accompagnait effectivement les jeunes cadres dans leur recherche d'emploi, de premier emploi. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Et c'est aussi ma première expérience en ressources humaines que j'ai eue pendant mes études. Voilà. Euh, voilà un petit peu au niveau du parcours. Après, j'ai eu un poste comme chargé de recrutement chez Suez. Donc là, c'était un grand groupe. Donc là, c'est C'est vrai que, en fait, tu as fait donc aussi bien donc, des Mosaïques RH, donc, qui est une association, donc une structure, et tu ouais, as fait finalement des expériences diverses dans divers secteurs aussi, parce que Suez, on est plutôt dans l'industrie, oui, énergie, on t'a fait aussi, non, mais après, la petite enfance ouais, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est un grand écart en termes de domaine. C'est hyper intéressant. Enfin, vu de oui, l'extérieur. oui. Alors Ça a oui. sûrement du sens dans ton cas, mais Euh, Oui, oui. Alors après, moi, je voulais faire. Enfin, le projet de devenir chargé de recrutement, il s'est un peu décanté au moment où j'ai mon expérience à Suez, et où j'ai un an d'ancienneté là-bas, et où là, j'ai pu vraiment faire du recrutement de manière massive entre guillemets, avec des vraies ouais. missions en recrutement. Et puis ce qui m'a amené effectivement à être chargé de recrutement dans la petite enfance. Mais la petite enfance, c'était un peu un hasard. Ça aussi, ça fait partie du jeu du premier job aussi. Il y a une part un peu de, pas de hasard, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que Dans quel euh, sens une part de hasard? parce qu'il y a des secteurs qu'on ne connaît pas forcément à l'origine, notamment dans les ressources humaines. Alors là, je parle des ressources humaines, hein, je ne parle pas forcément d'autres secteurs d'activité, Ça marche. mais dans un secteur comme dans les ressources humaines, enfin Kelly peut aussi en parler, mais on peut entamer un processus dans l'industrie et être plutôt dans la partie médico-sociale, deux secteurs qui sont différents, hein, évidemment, mais moi j'ai eu une accroche sur la partie petite enfance, ce qui m'a amené à effectivement aujourd'hui créer mon cabinet, puisque j'ai eu une expérience. Ouais, emploi. Voilà, Mais est-ce c'est que ça. moi, je peux te poser la question, tu vois, Victor, c'est qu'est-ce qui fait que tu as accroché en fait avec le secteur de la petite enfance? Alors, le secteur de la petite enfance qui a accroché, c'est quand même la partie inconnue, enfin très invisibilisée à la base du secteur. Moi, il faut bien comprendre que je rentre là dans le secteur de la petite enfance en 2021. C'est avant toutes les actualités qu'on a connues aujourd'hui sur la petite enfance, avant que ce soit médiatisé. Et j'ai découvert un métier, en fait, une profession. Je suis allé en crèche, je suis allé voir des professionnels. Et c'est comme ça que le métier Ça, c'est est entré, et on va dire que je l'ai découvert. Et puis c'est aussi là où j'ai vu qu'il y avait un besoin réel et pénurique sur ces secteurs-là, et sur cette profession-là. Et oui, ça m'a pas mal plu. J'ai quand même recruté pendant un moment. Et puis là, bah, Victor, je me permets de rebondir parce qu'en fait, sur justement toute communauté, des fois on a un petit truc qu'on poste, ce qu'on appelle les cassons les codes. Et en fait, il y avait une phrase que j'avais entendue beaucoup en tant que RH avant. Dis-moi soit si ça t'est déjà arrivé, mais c'est le côté vraiment les RH ne connaissent pas les métiers qu'ils recrutent. Et là, toi, avec l'expérience terrain, en fait, tu viens complètement contrecarrer cette phrase-là, en fait. alors moi, alors oui, parce que je suis rentré dans une structure à taille humaine. Ce qui fait que, en fait, j'ai eu cette opportunité d'aller sur le terrain pour éprouver le métier. Et je pense qu'effectivement, moi, ma vision du recrutement, elle est peut-être un peu particulière dans le sens où, bon, alors, elle sera partagée ou pas. Je pense que si le recruteur veut être quand même assez performant et bon, je pense qu'il faut qu'il s'intéresse au métier, de près ou de loin. Théoriquement ou pratiquement. Mais moi, quand j'étais chez Suez, je suis allé dans une usine de tri de déchets. mais génial. Donc, Ouais. Parce que tu vois, enfin, moi qui suis psychologue, franchement, hein,
j'ai une image des chargés de recrutement au niveau des hôpitaux, au niveau des associations liées à mon métier, où parfois, quand j'ai pu faire des entretiens, je les regardais en me disant, mais je vois bien qu'ils comprennent pas de quoi ils parlent. C'est dur, c'est dur. Donc, tu me réconcilies avec ce métier, hein. Enfin, vous me réconciliez. Est-ce que Kelly avait déjà entamé le truc? Après, attention, hein, le recruteur, et ça je dis un peu pour tout le monde, hein, le recruteur il peut pas connaître tous les métiers. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une limite. Mais voilà, avoir une première approche, il y a pas mal de ressources qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 10, 15 ans. Des fiches from, enfin il y a plein de choses qui peuvent permettre d'avoir des approches, ne serait-ce que sommaires. Peut-être, Ouais. excuse-moi, les fiches Chrome, Oui, juste pardon. pour ceux qui Ouais, ne connaîtraient pas, c'est les fiches où on a une sorte de référentiel, en fait, où on peut avoir les Voilà. missions, les compétences, les qualités attendues. Voilà, Sur c'est Pôle ça. emploi, il me semble, on trouve ça. Moi qui suis Exact. novice, C'est ça. je crois que c'est bon. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller en voir, parce que ça, dans la partie recherche d'emploi, c'est un lien direct. Parce que quand vous recherchez un poste, le poste peut avoir 15 noms différents. Donc, Ouais, c'est vrai. du coup, Ouais. si vous avez un poste, que vous changez de mot, vous allez avoir d'autres offres d'emploi qui va vous conduire à d'autres offres d'emploi, qui vont vous conduire à d'autres offres d'emploi. Ce qui fait que, au final, ça permet de pas perdre d'opportunités, parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui Enfin, le poste que vous avez, que vous allez occuper, effectivement, plus, que ce soit en premier job ou après, va correspondre aussi à comment vous allez rechercher le premier poste. Enfin, c'est le premier poste qui fait tout le reste d'une carrière, en général. En tout cas, Ouais, tu penses que ça peut être déterminant. Et du coup, ça met une pression là. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? ça, Faut pas se louper quoi sur le premier Quand- poste. Comment tu l'as vécu, toi, du coup, cette recherche du coup du premier emploi par rapport à ça, en fait? Tu disais que c'était vraiment important. alors moi, après c'est totalement personnel, hein, mais moi je l'ai vécu, on va dire, j'étais impatient. J'étais impatient. C'est-à-dire que je pense que, alors, peut-être la plupart des gens qui sont là vont pas contredire, mais quand on arrive en fin de master, la première chose qu'on veut, c'est finir le mémoire, on valide le diplôme, des fois on part en vacances un peu, et puis après on veut un premier poste. Mais on veut rentrer dans le monde du travail, il y a 5 ans derrière, on est assis sur un banc d'école, ou 3 ans, ou, voilà. Et l'idée c'est d'aller dans le concret. Et moi, c'était beaucoup d'impatience que j'avais à ce moment-là. Et donc, comment je l'ai vécu, avec impatience et avec des fois, enfin, pas de déception, mais en fait, le prendre comme ça peut amener à des frustrations. C'est-à-dire que vous êtes impatient, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Et plus ça continue, et plus ensuite le choix en fait n'en est plus un. Et c'est-à-dire qu'on vous dit oui, et vous allez dire oui. Oui, en fait, Voilà. comme si on réfléchissait plus à, en fait, c'est quoi mes besoins? C'était quoi déjà ce que je voulais comme type de premier C'est ça. poste? Et le fait d'avoir un oui, il y a un truc rassurant et de toute façon, j'ai très vite envie de travailler. Donc, je dis C'est oui ça. et je réfléchis pas C'est ça. vraiment aux conditions à ce moment-là. Exactement. Ok. Et après, il y a un autre aspect. Alors, c'est un facteur qui, moi, m'a pas trop touché moi-même, mais qui a pu toucher aussi des personnes que j'ai pu, enfin, ce que j'ai pu constater, c'est quand même que globalement, il y a aussi une pression, enfin, une pression, en tout cas, une attente sociale derrière, dans un cercle à la fois familial, mais aussi amical, etc. Vous voyez des amis qui vont avoir des postes, vous allez voir des parents qui vont dire bon bah là ça fait 4 mois que vous êtes au chômage, donc enfin que tu es au chômage, ce sera bien d'y aller. Et puis après il y a la partie la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on est devant son ordinateur, on attend le retour. On attend et on est comme ça et c'est pas agréable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sensation ouais, de pas agréable, on fait pas grand-chose, on sait pas trop comment s'en sortir. Enfin, c'est pas très agréable hein, comme impression. Ouais, là, il y a vraiment la confiance en soi, en fait, qui est impactée à ce moment-là, quoi. C'est ça. Complètement. C'est ça. Et excuse-moi, je crois que je t'ai coupé. Non, mais oui, c'est exactement, effectivement, le manque de confiance qui s'installe. Et donc, en fait, ce qui impacte derrière la recherche, puisqu'un entretien, si vous n'avez pas confiance, c'est compliqué.
Le recruteur va Bah, déceler ça tout de suite. le recruteur le décèle. Et après, tout dépend aussi après du type de poste. Il y a des raisons qui font que t'as pas forcément confiance. Maintenant, c'est vrai que, mais toi, pour revenir un petit peu à ton parcours à toi, pour ce soir, c'est vraiment selon toi, quand tu parles, tu as été impatient et en même temps, il y a eu un peu de déception. Mais globalement, pendant toute la période, tu sais, quand tu dis que tu recherches, donc tu es en train d'envoyer des CV, tu as pas des entretiens. Comment ça s'est passé pour toi? Tu as trouvé rapidement? Alors moi, mon tout premier poste, je l'ai trouvé au bout de 4 mois. Donc on va dire que on va dire que statistiquement c'est rapide, parce que j'ai eu des personnes on va dire dans la promotion qui ont trouvé au bout de 12 mois, 18 mois. Ça a pu être long. Et ça dépend aussi beaucoup des secteurs aussi. Quelqu'un qui va sortir d'un poste d'ingénieur, il va trouver carrément quasiment tout de suite, ou il aura même déjà trouvé avant même de sortir. Après, quelqu'un qui est sur d'autres sujets, et voilà, et ça va beaucoup dépendre du secteur d'activité. En ce qui me concerne, ça a pris 4 mois. J'ai accepté un poste, mais il faut je vais être transparent, le poste a été plutôt un échec pour moi, puisque ça ne m'a pas convenu. Mais pour le coup, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais impatient et que j'étais voilà, c'est que je l'ai pris parce que je voulais un emploi. Alors, Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Je pense que t'es pas le seul, tu vois, à avoir fait ça, clairement. Là, les personnes qui verront le replay ou qui sont en live, dites-nous si vous aussi ça vous est arrivé de le faire vous ou de connaître des personnes aussi dans cette situation. Après, là, cela dit, sur le papier, le poste était pas forcément mauvais. Il était même potentiellement bon. Par contre, comme ça faisait 4 mois, je envoyais des CV, les process étaient plus ou moins positifs, plus que négatifs que positifs du coup, dans le contexte. Ce qui fait qu'après, j'accepte effectivement ce poste. En soi, il est pas forcément mal, mais par exemple, j'ai pas creusé assez la partie entreprise, pas forcément poser assez de questions aussi sur l'équipe, etc. Ce qui fait que rapidement, la période d'essai a été rompue à mon initiative. Donc voilà, c'est. Comment tu t'es rendu compte de ça justement, que ça ne marchait pas pour toi quand il y étais dans ce premier poste? Parce que ça correspondait pas à, je dirais, alors il y avait un problème de valeur on n'avait pas forcément la même façon de faire de la RH. Et puis il y a aussi un aspect aussi qui n'est pas forcément évident. Alors ce poste-là a été d'exemple, hein, mais même celui d'après, on va dire qu'il a été mon premier bis. Il y a une grande différence entre les études et le travail. Et en fait, cette différence, alors c'est peut-être une porte ouverte en français, et tout le monde peut me dire que c'est une évidence, mais je pense que vous n'avez pas forcément conscience du vrai écart. C'est-à-dire que entre les manuels et ce que vous allez voir en RH, les pratiques sont littéralement diamétralement opposées. Vous avez des notions, on vous donne des théories, on vous donne des clés, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que voilà, il y a de la connaissance qu'on vous donne, mais l'expérience, c'est très différent, vraiment très différent. C'est vrai que dans le poste de RH, très rapidement, on nous demande d'être dit opérationnel et réactif, notamment quand on est recruteur. Voilà. Une position, dis-moi un peu, justement, moi ça m'intéresserait, c'est justement quand tu es passé, tu sais, du candidat, donc du coup, où tu es recruté, t'arrives en poste en tant que chargé de recrutement, même 2 semaines après ton arrivée. Donc t'as la méthodo et on dit là, bam, t'es recruteur. Ouais, t'es de l'autre côté du bureau, quoi. Littéralement là où t'as été recruté. Incroyable. En fait, j'avoue que parce que moi, mon premier poste c'était un poste de chargé RH, plus généraliste. Alors c'est pas parce que c'était un poste de chargé RH que ça ne m'a pas plu et que je suis parti. C'était différent. Mais là, sur le poste que je vais appeler un bis, mon poste sur lequel je suis resté 3 ans, quand je suis passé recruteur, c'était pas si simple que ça.
Ben, au contraire, parce que après on prend conscience enfin, c'est un peu pareil dans la psychologie ou dans d'autres secteurs un peu comme ça, mais dans d'autres, hein, c'est que là, on a un impact de décision. C'est que notre décision, il y a quelqu'un qui aura un poste ou pas. Voilà. Ouais. Soyons clairs. Et donc en fait, quand au bout de 2 semaines, on a un entretien avec une personne, effectivement, dans un secteur en plus que je connais pas, voilà, on se retrouve dans une situation où pendant un temps, il faut s'intéresser au métier et puis après, enfin, paraître pas expert, mais en tout cas, donner le change et Mm. Ouais, faire en ouais, sorte de pouvoir prendre la décision parce que c'est ce qu'on nous demande. Et parce qu'en tant que recruteur, mais comme dans d'autres métiers, un poste de commercial, un poste, tout ça, à un moment donné, on va vous demander des résultats. Voilà. On va pas vous demander savoir si vous êtes bien opérationnel. Non, voilà. C'est à un moment donné, il va y avoir un entretien, notamment au bout d'un mois ou deux, avec des chiffres, etc. Donc, moi, c'est ça que j'ai ressenti au départ, c'est cette contraction entre la demande d'objectifs et le fait qu'effectivement, je suis jeune professionnel et que concrètement, j'impacte sur d'autres personnes, alors que, comme ce que tu me Mm. disais, je n'y connaissais pas grand-chose au métier. En clair. En fait, c'est le poids de la responsabilité que tu as vraiment prise en conscience à ce moment-là, j'ai l'impression. De te rendre compte du rôle réel que ça Oui, pouvait jouer dans la vie des gens et de l'entreprise, c'est ça. des entreprises. Et je pense que C'est ça. ça a été une claque, en fait, pour toi, Et surtout, de, et enfin, surtout, le secteur de la petite enfance a été un double choc parce que moi, mon premier poste, c'était un poste de direction de crèche. Donc moi, Ah oui. j'ai recruté directement la personne qui chapeautait ça a été un des premiers postes. Et là, euh, enfin voilà, la petite enfance, c'est public 0-3 ans quand même. Donc voilà, surtout ces Important, ouais. métiers-là, euh, voilà, sur un métier comme ça, Important. ça met un peu de pression, mais c'est un peu comme Ouais. un professeur qui arrive la première fois face à une classe de 30 personnes, de 30 élèves, ou un psychologue qui arrive avec son premier patient. Ouais. Ouais, ça impacte, hein, quand même. C'est, il y a quand même une Comment différence tu gérais entre. ça? C'était quoi tes tips pour quand tu rentrais à la maison, t'arrivais à pas trop penser à toute cette responsabilité ou ça te trottait quand même pas mal lors de ce premier poste Euh, bis? Si, ça trottait quand même parce que je pense qu'on est un peu tous. Ça dépend de la personnalité qu'on a et du rapport qu'on a à la gestion au stress. Bah, Mm. particulièrement. Et la confiance qu'on peut avoir. La confiance que j'ai aujourd'hui acquise, elle n'est pas celle que j'avais avant. Faut être honnête. Oui, j'y pensais. Oui, le stress, il était Mm. présent. Oui, il était exacerbé par la demande d'objectifs. Euh, et j'y repensais. Après, il y a aussi un aspect où il faut être en capacité de prendre du recul face à ça. Parce que sinon, l'exercice d'un métier, alors je parle dans les ressources humaines, mais dans toute la partie même, dans toute cette partie-là, je pense que si on prend pas de recul, on peut pas exercer ce métier-là. Il faut changer. Mm. Parce que si à chaque fois on se dit là j'ai pas sélectionné quelqu'un, donc ça y est, c'est une catastrophe, j'ai peut-être fait une erreur, le raisonnement il n'est pas tenable sur le long terme, quoi. Donc voilà. Complètement, et surtout que c'est vrai que le métier de RH est extrêmement complexe et polyvalent. À polyvalence, on entend aussi du coup beaucoup de choses à penser en même temps, Ouais. dans des Ouais. pas serrés. Oui, Je sais oui, c'est ça, c'est la pluralité des demandes, et puis après le rapport direct avec encore une fois la réalité, quoi. Le rapport direct avec la réalité qui fait que ça peut aussi être compliqué. Et c'est pour ça aussi que le premier poste, il faut quand même avoir une certaine. Enfin, il faut que le projet soit clair, quoi. En fait, essayer que le projet soit le maximum clair, le plus réfléchi possible, euh, le plus connu possible, en fait. Et Ouais, de poser vraiment des questions, pas. quoi.
Ce Bah, que tu disais tout à l'heure, voilà. l'équipe, les valeurs. Avec qui, les valeurs, comment je vais être jaugé, parce que bon, là, je prends pour aller sur d'autres sujets que les RH, mais profil comme marketing, un profil même développeur, enfin voilà, il y a des profils un peu comme ceux-là, où en plus les entretiens de recrutement se déroulent pas de la même manière, parce qu'on va pas chercher les mêmes choses. Un commercial il va falloir être un peu compétitif, il va falloir aller chercher le résultat, il va falloir y aller. Et donc, il faut avoir aussi une personnalité qui colle aussi avec le métier qu'on veut faire. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps évident. Et voilà. Et le premier poste, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'en fait, on n'a pas réellement de connaissance du monde du travail réel. C'est en ça que, par exemple, l'alternance est une réelle force. Mm. Voilà, parce que ça permet d'avoir une première approche. Et c'est vrai qu'en fait, ce que tu dis, moi, c'est vrai, mais ça nous fait beaucoup aussi évoquer un autre live qu'on avait fait sur justement l'authenticité. Donc, tu sais, quand tu es en entretien, en fait, être dans l'authenticité. Mais pour ça, ça nécessite quelque part de savoir justement ce qui est important pour toi, ce qui est OK pour toi, ce qui l'est pas. Et c'est vrai que le premier job, comme tu dis, ça peut être une sorte de plateforme pivot qui te permet de dire bah, ce que je crois savoir de moi et qui est OK ou pas. Ou finalement, j'apprends sur moi grâce à cette première expérience. En fait, d'après ce que moi j'entends de ce que ce que nous a dit, pardon, Oui. eh bien, c'est plutôt ça. Ça t'a permis d'affiner, en fait, au final aussi, ce que tu voulais faire par la Oui, suite. bien sûr. Il y a un aspect d'affinage de projet qui joue. Après, il y a aussi le fait que, après, il y a peut-être des personnes aussi, qui n'ont pas. Enfin, c'est pour ça que je dis que les secteurs sont pas égales. Enfin, c'est pas du tout. Voilà. Que ce on parle si on parle de RH, de petite enfance, de psychologie, qu'on parle d'ingénieur, qu'on parle de développeur informatique, ça sera pas la même chose parce que l'enjeu de l'entretien sera pas non plus le même. Et donc, la possibilité d'être authentique va être réduite. Si on va le dire de manière un peu triviale. Un ingénieur, c'est 10 propositions qu'il a sur la table. Donc oui, il peut être authentique. Le recruteur, il va pas non plus à un moment donné être enfin, il va être moins dans la partie sélection que dans la partie limite vente de son poste. Un poste déjà en ressources humaines, un poste dans la psychologie, un poste un petit peu dans d'autres secteurs, même commercial, où il va y avoir plus de concurrence. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a la fête, être authentique en entretien, d'accord, mais il y a un moment donné, il faut trouver le poste. Et donc, c'est la pesée entre les deux. Ouais, Ouais, et puis je trouve ça super intéressant ce que tu avances, parce qu'effectivement, il y a cette notion aussi d'offre et de la demande. Et en même temps, en se disant, tu vois, moi, il y a un autre truc aussi qu'on nous avait déjà évoqué, c'est que quand tu. Bon, du coup, la balance de l'équilibre en fait, de l'authenticité, si tu n'es pas authentique en entretien, tiens, par exemple, en RH, tiens, admettons. Si tu as un entretien et on te dit en gros d'avoir est-ce que tu as la valeur, j'en sais rien moi, curiosité, force d'initiative, des choses Ouais. qu'on recherche en RH, à tout hasard. Ok. Si toi, tu es plus quelqu'un, j'en sais rien moi, d'observateur, qui n'a pas forcément envie d'être stimulé de trop, parce que ton efficacité à toi, ça revient dans la synthèse, en fait, dans la simplicité des choses. Mhm. Bah là, si est-ce que, moi, c'est vraiment une réflexion Ouais. que je me propose et que moi, je voyais en tant que aussi ancien recruteur, c'est bah, avoir quelqu'un d'entretien qui finalement se dit oui, oui, c'est bon, je suis curieux, j'ai envie d'être stimulé, mais alors qu'il ne l'est pas réellement, à un moment donné, en entreprise, ça va se voir. Oui, ça va se voir, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord en fait, c'est-à-dire que en fait, ça va se voir à un moment donné. Mais la personne peut aussi évoluer. Et ça, on ne sait pas. Ça, c'est la partie un peu pareil. Et puis il y a aussi la partie, et ça, il faut bien le voir aussi, mais ça c'est sur le premier job, mais pour les autres, hein, il y a aussi l'adéquation avec la personne qui va travailler directement avec vous, le manager d'au-dessus. Parce qu'une entreprise, ça va être impacté par les valeurs, mais ça va être impacté par l'activité, ça va être impacté par le projet, etc. Mais il y a aussi la personne avec qui vous allez travailler de manière directe. Et en vrai, moi, je comprends là, la remarque que tu fais sur la partie effectivement que ça va se voir, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont commencer par avoir une posture en entretien qui va être une posture, disons, un peu plus comme tu as dit, puis au final, qui vont se révéler être autrement. Mm. Après,
après, il y a aussi des personnes, à l'inverse, qui vont se forcer à devenir ce qu'on leur a demandé de devenir. Donc oui, ça se verra à un moment donné, mais ça va peut-être devenir 2 ans, 3 ans. Ça va permettre d'avoir une première expérience. Et c'est là où, en fait, et là, ça rejoint ma réflexion sur le marché. Le marché du travail, c'est comme un marché économique. Il y a une offre, il y a une demande. Et donc, en fait, plus les gens ont de possibilités, plus ça va être facile pour eux dans la recherche et dans la partie authenticité, dans la partie choix. Et moins, plus le spectre est réduit, et plus bah, ils vont devoir s'habituer ou avoir, quelque part, le savoir-être, ils vont devoir l'acquérir, quoi. Parce que sinon, ils changent de voie. Et ça, il y a aussi des personnes qui s'aperçoivent au moment où ils arrêtent les études, ils vont se confronter à la partie recrutement. Et soit il n'y a pas de poste, alors ça peut être une idée, mais ça peut être aussi, ça leur convient pas. Ils rentrent dans le poste et là ils s'aperçoivent que là, c'est pas. Voilà, et là, c'est machine arrière et on recommence et voilà. Et c'est pour ça que le projet professionnel doit être, moi je pense, est la base en fait. Au niveau en tout cas sur la partie poste, quel poste on veut exactement. Parce que si quelqu'un, enfin, on va dire un exemple très concret et très trivial, si vous allez travailler en association et si vous travaillez en cabinet privé, ou un cabinet par exemple du conseil ou des choses comme ça où les objectifs là sont très élevés, les cultures sont pas les mêmes quoi. Ça va être. Ça c'est sûr. Voilà, et là c'est pas le même métier, ça porte le même nom, mais c'est pas le même métier. Et là il y a intérêt à savoir s'adapter. C'est clair à la culture de la structure à ce moment-là, sinon on passe à côté. Hein. Bah, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas notre métier là pour le coup. Ça peut être vraiment un secteur aussi, hein, avec des normes, avec des codes qui font que certains peuvent nous répondre et d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est ça. Après, là, je sais pas quelle est la pluralité des parcours qui le regardent, mais il y a, par exemple, pour la psychologie, il y a aussi pléthore de courants, de structures, de publics, et donc d'organisations. Ce qui fait que, voilà, entre travailler en association, travailler en BEX, travailler en IME, travailler en libéral, tout ça n'a rien à voir. Et après, il faut pas non plus être idyllique. Hein. Il y a aussi à un moment donné, il y a le concret d'avoir un travail, un revenu. Et ça se joue aussi dans le comportement de chacun sur la partie premier job. C'est-à-dire qu'on va. Complètement. Donc voilà, et ça c'est là. Sur le moment où en fait tu étais dans ton tout premier poste, donc là tu l'as pas senti en termes de valeur et d'autres choses, tu décides de partir donc de la période d'essai. Oui. Comment tu t'es senti au moment où tu t'es dit ok là j'arrête? J'ai l'impression moi dans ma tête que c'est rare d'arrêter une période d'essai. Comment est-ce que tu as réussi à le faire? Alors, je l'ai pas très bien vécu, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y a un sentiment d'échec hein, qui est clair. Après, il y a un sentiment d'échec, ça c'est clair, mais je pense que et ça c'est Mosaïque RH aussi qui me l'a appris, c'est que une période d'essai, il faut s'en référer quasiment à la définition légale hein, de la notion. C'est une période d'essai pour l'employeur et le salarié. Donc en fait, si c'est pour le salarié, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, le salarié, alors après, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas de chômage, il y a plein de choses qu'on peut, voilà. Mais pour moi, le risque de se dire on rompt pas une période d'essai, c'est derrière d'aller dans des choses qui sont plus difficiles, parce que de toute façon, ça ne va pas. Il y aura une fin, c'est-à-dire qu'il y aura une sortie. Après, ça dépend comment ça va se passer. Mais généralement, voilà, quand ça correspond pas, quand les projets, on va dire les adéquations, les attentes sont pas en adéquation, je pense que voilà, il y a tout intérêt il vaut mieux vite rompre la période d'essai, se remettre dans une recherche, ne pas mettre quasiment ne même pas mettre l'expérience dans le CV, clairement. Et repartir sur une recherche nouvelle, qu'attendre derrière qu'attendre et de partir de toute façon. Après, je ne dis pas, il y a
il y a, il y a aussi la possibilité de le faire. Il y a aussi après la possibilité matérielle de le faire. Est-ce que j'ai assez d'argent pour? Est-ce que j'ai un logement? Est-ce que il y a plein de questions qui peuvent se poser et c'est pas des choses toutes faites hein, que je donne. Mais je pense qu'il vaut mieux arrêter une période d'essai plutôt que d'aller dans la difficulté, à se retrouver dans des situations, alors peut-être pas d'épuisement professionnel, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas d'être dans des situations de stress ou de manque de confiance qui va très vite se dégrader, qui va s'empirer, sauf que derrière, en fait, pour retrouver un travail, c'est 2 fois plus de temps. Ouais, surtout si on n'a plus la santé physique ni mentale à ce moment-là. Voilà. Et Mm. en fait, faut savoir aussi qu'un recruteur en entretien, il va sentir le manque de confiance. Toutes ces choses-là, le manque de confiance, le doute, le stress, c'est des choses où on est formé à le faire. Donc en fait, on va le trouver et forcément, ça va conduire malheureusement à peut-être pas prendre de personnes parce que faut pas oublier que le recruteur, il répond à une demande, et là je parle à la fois en tant que recruteur et en tant que directeur de cabinet. On répond à un client, on répond à un manager. Et lui, c'est lui aussi c'est lui qui va décider à l'arrivée. Donc voilà, ces aspects-là sont quand même assez importants. Et est-ce qu'on pourrait démystifier, tu sais, comment dire, les annonces d'emploi qui sont un peu le mouton à 5 pattes, la licorne avec une bouée qu'on recherche. Est-ce que, franchement, ça a été créé pour démotiver les gens à venir postuler ou est-ce que vraiment les gens cherchent ça? Et aide-nous là-dessus, s'il te plaît. Non, mais ça, les annonces. Alors, les annonces aussi, c'est un bon exemple pour sélectionner l'entreprise. Parce qu'il faut voir que l'annonce, c'est comme la période d'essai. Le candidat doit pouvoir, faut qu'il la lise réellement. Et pas juste, je vois l'entreprise et je passe à la colonne rémunération. C'est que qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on paye. Un exemple, si on prend je veux un bac plus 5 en psychologie, 10 ans d'expérience, avec, je veux qu'il fasse des interventions, etc., machin, je le paye 25 000 à l'année. Ouais. Réponse, pas postuler. Ouais. Parce que, non, mais il y a une cohérence à trouver entre ce que, parce que derrière, c'est aussi ce qu'on demande sur un poste. Et ça, je le mets de la manière inverse. Si une entreprise vous propose un salaire important, derrière, il ne faudra pas attendre à être formé. Il faudra être opérationnel tout de suite. Et ça, faut que, ça marche à double tranchant. Sentir derrière les mots, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on attend de la personne. Après, une annonce, ça se lit des deux points de vue. Mais le mouton à 5 pattes, etc., il y a aussi des annonces où il y a le prescrit, c'est-à-dire ce qu'on vous dit que vous allez faire et le profil. Et après, il y a la réalité où, bien sûr, il y a une grande marge de manœuvre entre le profil dit recherché et le profil qui va être au final. Personne qui ne coche pas à 100% tous les critères peuvent tenter de postuler. Ah non, mais oui, alors après, il faut pas essayer de cocher toutes les tirets, hein. Ça marche pas. Vous savez le nombre de personnes qu'on connaît qui essaient de faire ça et qui du coup ne postulent pas. Et en disant je n'ai pas cette compétence. Comment ils se disent que je n'ai pas cette compétence parce que je ne coche pas toutes les cases de l'annonce. Oui, donc je ne postule pas parce que en fait je ne peux pas être. Alors ça c'est absurde. Merci. Ça c'est absurde et bidon parce que même moi, tout cocher, c'est pas ce que vous allez faire en réalité. C'est la différence entre le travail en gros prescrit et le travail réel. C'est-à-dire que vous avez le travail on va vous demander de faire sur le papier et le travail que vous allez faire en réalité. Alors soit ça va être moins, soit ça va être plus, soit ça va être différent. Mais mais si on prend une fiche, par exemple la fiche ROM de psychologie, ça ne ressemblera pas forcément au métier que tu vas faire.
il va y avoir, c'est un contour. C'est quelque chose qui va permettre de donner un ordre d'idée, un schéma théorique. Mais une annonce, c'est du théorique. C'est comme une fiche de poste. La fiche de poste, Ouais. voilà. Moi, j'ai envie Normalement, de te dire, est-ce qu'on pourrait pas comparer ça, tu sais, à un profil Tinder? Genre, t'as la photo, t'as ce que la personne fait, hein, oui, le sport, hein, et après tu la rencontres, ouais. et tu vois que, ah non, en fait, c'est une fois tous les dimanches quand il fait beau et quand il fait plus de 20 degrés, je vais courir. Alors, Est-ce qu'on peut un peu aller vers alors, ça? alors, alors ça, oui, alors comparer ça, c'est dangereux. Parce Ok, que dis-nous. non, mais parce que il y a plein de comparaisons entre le recrutement Tinder ou recrutement, séduction, etc. C'est d'ailleurs ce que les sociétés peuvent vendre sur les logiciels RH, recrutement, parce que avec des matchs, etc. On peut faire matcher une offre avec un candidat. Enfin, moi j'ai des réserves par rapport à ça. Mais oui, sur les attentes, sur la partie attente, effectivement, je fais ça tous les dimanches, mais au final, je fais pas, enfin, je fais ça très rarement, etc. Oui, il y a un écart. Attendre à une différence quand même. Voilà, Ok. c'est Et ça. finalement, c'est pendant l'entretien alors qu'on voit vraiment les choses en posant les questions. On Bah, touche un peu plus à la réalité du terrain à ce moment-là ou c'est vraiment la période d'essai selon toi? non, je pense que normalement, il y a au minimum 2 entretiens. Pour les profils cadres, mais même après, hein, c'est souvent 2 entretiens. Un entretien RH qui pose le décor et un entretien avec un manager. Euh, Ces 2 entretiens qui sont à négocier de manière différente, mais qui offrent à chaque fois des informations clés sur la suite. Ça peut avoir on va dire il peut y avoir une vision, un aperçu de ce qui va se passer dans la structure. Maintenant, quand vous rencontrez un manager ou même un RH sur 1 heure, 2 heures, ça vous donne une image. Après, effectivement, pendant la période d'essai, là, vous allez vous rendre compte que de ce qui se passe réellement. Mais c'est pour ça que ça s'appelle période d'essai. Parce que il y a un moment, Et on est libre. Et on est libre justement de se rendre compte encore plus pendant la période d'essai, puisque là, on va avoir accès aussi à tout ce qu'on n'a pas forcément vu en entretien. Voilà, mais ça, c'est la période d'essai et enfin voilà, c'est souvent dans les deuxième, troisième postes où là, les personnes sont un peu plus aguerries, un peu plus euh, confirmées sur la partie processus, parce qu'effectivement, nous en RH, on est habitué à ces aspects-là, mais le commun des mortels, effectivement, reprendre une recherche d'emploi, reprendre, etc., c'est pas forcément simple. Mais oui, le processus de recrutement, il n'est pas que pour le candidat. Ouais. Et aussi pour l'entreprise. Après, j'en reviens toujours au même sujet, c'est-à-dire que quelles sont mes marges de manœuvre en termes d'offres? Parce que moins j'en ai, et moins je vais sélectionner, enfin, moins je vais faire attention à ça, je vais prendre un poste. Et à Mosaïque RH, ça, j'en ai vu assez souvent. C'est-à-dire des gens qui avaient aussi des parcours, malheureusement, leur poste, leur diplôme, il y avait 2, 3, 4 postes sur 1 mois, 2 mois. Donc, à un moment, ils prennent ce qui est possible aussi. Hein. Donc, ça, c'est pour ça que les deux, c'est un peu un frottement entre le premier emploi. Hein. C'est réalité marché et opportunité qui se présentent aussi. Voilà. Ok. Et alors, du coup, tu sais, dans le petit message, et en intro, tu parlais d'enthousiasme aussi pour ta recherche du premier emploi. Parce que là, on a parlé de la difficulté que tu as pu vivre, expérimenter, et l'enthousiasme, hein, c'était par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui l'enthousiasme, c'est la réalité du terrain, aller sur exercer son métier. L'enthousiasme Enfin, après 5 ans. voilà, c'est ça, c'est pour les personnes ayant fait des diplômes longs, c'est l'envie d'aller travailler, l'envie d'avoir sa première paye, l'envie d'avoir T'as pas eu d'appréhension? Genre, t'avais pas peur, t'es sorti avec ton diplôme, et ensuite, 4 mois après, t'es allé sur ton premier poste. Pas d'appréhension, t'étais prêt, quoi. en fait, c'est toujours pareil. Oui, dans ma tête, j'étais prêt. Après, on se rend compte des choses une fois dedans.
Parce qu'il y a aussi de ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre les bouquins et une fois qu'on arrive sur place. C'est que pour moi, j'étais super prêt. Après, je suis rentré dans l'entreprise et j'ai constaté qu'il y avait encore des choses à améliorer. Donc, Et quelle ambiance vous donnez en études? Par exemple, moi, en tant que psychologue, on nous disait, bon, en gros, ça va être la guerre. Vous allez tous vous disputer les postes. Il va falloir sortir votre épingle du jeu, accepter tout parce que ça va être difficile de trouver. Toi, qu'est-ce qu'on te disait, en gros, qui a fait aussi que tu te sentais confiant? ça revient au sujet que je l'évoquais. Hmm. Le cas des psychologues, par exemple, et qui est différent, par exemple, de la RH, et là, vous êtes les deux représentantes parfaites, c'est que concrètement, Kelly, elle sort de son master. La réalité des faits, c'est elle aurait très bien pu, elle avait plusieurs offres. Très vite, elle aurait pu avoir un poste comme moi, où en fait, il y avait quand même des postes qui étaient possibles. Vous, même à l'école, on vous disait déjà que les postes allaient être comptés. Et que, donc, La L1, toi, donc, dès la première année. oui, mais donc en fait, C'était ça veut dire que dès la première année, on vous instaure du fait que vous allez avoir une appréhension à la cinquième. Enfin, c'est Mais oui, sûr. mais Donc, oui, c'est terrible en termes de confiance en soi, hein. voilà. Donc, en fait, oui, mais alors après, alors après, ça, je trouve, enfin, ça, si on peut me permettre, moi, je trouve ça un peu dur parce que faire une formation en disant tout de suite à la personne, t'auras pas de boulot à l'arrivée, ça va être la guerre pour toi. Moi, je trouve que c'est quand même un peu compliqué Ouais. de. En fait, ça crée une ambiance particulière, tu vois. Ça crée un truc c'est-à-dire moi, mon premier amphi en L1 de psycho, c'était, vous voyez la personne à droite, la personne à gauche, elles seront plus là. Si c'est vous qui êtes en 5e année qui avez le diplôme. C'était un peu l'ambiance. Et mais Ouais. en même temps, tu vois, Victor, moi, alors là, je vais parler de mon témoignage particulier, c'est que dans l'école où j'étais, le témoignage, même en tant que RH, hein, c'était les meilleurs y arriveront. Ouais. Oui, mais parce Même que si, ça, c'est. d'un point de vue marché, le poste de recruteur en tant que tel, t'en avais déjà, hein. Mais il y avait des possibilités d'emploi à la sortie. Par contre, en termes de salaire, c'était encore, à l'époque, beaucoup de fixes, enfin, un fixe plutôt bas, et Ouais. après, beaucoup de variables. Oui. C'était Alors ça voilà. la partie pour les Alors RH. voilà. Mais là, on voit parfaitement les questions. Il y en a une personne qui veut juste trouver son poste et l'autre qui parle de rémunération. C'est la différence. Intéressant, hein. C'est Et nous, on juste ne ça. parlait pas de rémunération. Non, Nous, déjà, tu vas avoir oui, un poste, c'est déjà bien. oui, mais Accepte. voilà, mais avoir une formation qui dit au départ de la formation, votre premier poste, vous n'allez pas l'avoir, moi ça me questionne sur le sens de la formation. Mais oui, mais oui. Faudrait qu'on refasse d'autres lives aussi tous les trois et qu'on questionne un peu ce type de formation en général, Parce que sur moi ça me des fait un études. peu rigoler, hein, genre vous n'allez pas avoir de diplôme à la fin de vos études. Bah pourquoi je fais des études alors? Ouais, non, mais c'est ça. Et ça, ouais, c'est assez intéressant, hein. Voilà. Et Bon. Victor, là, on va arriver un petit peu sur la fin de ce live, de ce premier live ensemble, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'on aurait encore plein de choses à dire. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux nouveaux diplômés, à ceux qui sont en train de chercher leur premier poste là maintenant, pour les aider un peu là-dedans? Sur des techniques de recrutement ou sur un ensemble? Toi, ce qu'il te vient. Ouais. Encore une fois, de bien définir son projet avant. De bien définir son projet avant. Je pense que le premier emploi, il commence au moment justement du choix du métier. De savoir en fait clairement le métier sur lequel on s'oriente. Alors je sais, c'est un peu dur comme truc comme ça. Mais à partir du moment où on s'oriente dans une filière et sur un métier, il faut vraiment savoir dans quoi on s'oriente et ce qu'on va trouver à l'arrivée. Parce que moins on sait et plus l'arrivée sur la réalité va être compliquée. Et recommencer, c'est perdre du temps et on recommence sur un cycle un peu compliqué. Après, l'autre aspect, là où plus pratique, c'est voilà de rechercher, d'avoir les bonnes techniques de recherche d'emploi, parce que il faut être dans la logique, il faut pouvoir chercher un poste, il faut avoir des techniques, il faut pouvoir se préparer
des entretiens, à de la recherche même, savoir comment on recherche un poste. Et ça, c'est de la connaissance qui n'est pas forcément donnée Ah oui, par beaucoup d'acteurs. nous, en tant que psy, on n'a jamais appris. Enfin, on va être honnête, Ouais, on n'a pas eu un cours là-dessus. bah oui, mais le problème, c'est que pour trouver une offre d'emploi, il faut déjà pouvoir savoir comment on la trouve. Eh oui. Alors déjà, on parle de l'offre. Alors, sans parler de l'entretien Mhm. annuel, l'entretien téléphonique, et toutes les étapes doivent être préparées. Parce qu'au départ, si on ne connaît pas, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, moi, c'est plus sur ces aspects-là où je serais où j'aurais voilà, des suggestions. Voilà. Encore une fois, comme je le disais, c'est aussi s'adapter au temps du recrutement. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que enfin, vous avez une présélection, enfin, tout se fait par ordinateur, mais donc ça a un sens. Les mots-clés, les techniques de CV, voilà, les algorithmes, etc. Parce que si vous mettez les recherches de poste, encore une fois, un poste, je prends un poste, par exemple, commercial, un poste de commercial, il y a 10 noms différents. Un business developer, vous avez vous avez différents vendeurs, vous allez avoir différents postes, commercial sédentaire, enfin bon, il y en a plein. Ce qui fait que si on veut avoir toutes les opportunités, il faut avoir toutes les connaissances pour accéder à l'opportunité. Et là, je parle pas de tout ce qui est réseau et marché réel, parce que marché caché, parce que alors là, on entre encore dans un autre stade où le réseau est important, où dans les premiers temps, il faut tout de suite avoir des stages, tenter d'avoir pas des accointances, mais quand même des retours avec des tuteurs de stage, des professeurs, des choses qui vous permettront derrière d'avoir des postes, parce que ça marche aussi comme ça. Le réseau. C'est vrai, juste un dernier petit tips, peut-être avant de fermer, si tu vois, par rapport à ce que tu dis, en fait, l'expérience pro, aujourd'hui, alors, moi, à l'époque, avant, je ne savais pas que ça existait, mais maintenant, tu as les chambres de commerce qui proposent de faire des stages, comme ça, aux personnes. Ouais. Ils ont une convention tripartite et ça leur permet de tester sur le terrain, en fait, les métiers avant d'enquiller la première recherche d'emploi, justement. Oui, alors il y a plein de choses comme ça, les PMSMP, les POEI, il y a plein de dispositifs comme ça. Après, je pense que ça, il faut le faire avant de commencer une formation. Et pas après, parce que sinon c'est trop tard. Et voilà. Mais je pense que si on arrive au moment de la recherche d'emploi, on a tout notre projet, etc. Je pense que par contre là, il y a un vrai besoin et une vraie nécessité de savoir comment on cherche un poste. Ça c'est vraiment important en fait, sur toutes les techniques de la partie CV, même avant de la partie recherche d'emploi, encore une fois, à la partie finale de l'entretien. Parce que sinon, en fait, il y a plein d'angles morts qu'on a. Et qui, voilà, les RH vont savoir à peu près. Et encore, Victor, parce que autant le CV, on a des bases, la lettre de motive, on a des bases, mais les entretiens de recrutement, ça, on n'est jamais entraîné. Voilà, les entretiens de recrutement, il n'y avait pas forcément effectivement d'entraînement, en sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, le recrutement bouge, il bouge très vite. L'intelligence artificielle va commencer à rentrer dans la partie. Et tout ça va falloir, parce que tout ça, ça a un impact quand même. Aujourd'hui, les mots-clés, là, les CV, etc., c'était important, mais aujourd'hui, ça va devenir juste primordial. Si on met pas les bons mots-clés, on n'est pas sélectionné. C'est-à-dire qu'on le CV n'apparaîtra pas. Il faut bien le comprendre. Donc c'est pas une histoire de qualité de profil, c'est pas une histoire de qualité de parcours. C'est une histoire de comment je fais pour trouver le poste. Donc et ces sujets, c'est vachement important pour après avoir un poste qui convient. Ouais, complètement. Et du coup, si on veut te retrouver, Victor, tu souhaites qu'on t'écrive où? Alors, du coup, Purée Emploi, nous, on a des réseaux sur LinkedIn, Instagram, Facebook. On a un site internet, donc www.pureemploi.fr. Et voilà, donc là, on pourra tout ça. Voilà. Oui, on écrira dans la légende, t'inquiète pas. Comme ça, les personnes qui regardent en replay pourront aussi te contacter. Voilà. Après, il y a la partie mail sur contact@pureemploi.fr où là, effectivement, on pourrait échanger plus
en profondeur sur le sujet, mais voilà, c'est pas des là, c'est un format court, donc c'est un aperçu. Mais oui, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets à soulever sur ces thématiques-là, ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Mm. C'est pour ça, certainement qu'il y aura une suite. Hein. Laissons, voilà, donner le suspense aussi pour Ouais. ceux qui nous regardent. Exactement. Mais en tout Mais cas, merci beaucoup, Bah, de rien. beaucoup à toi pour tout ce que tu as pu dire, sur tes réflexions aussi, ta prise de recul sur ton propre parcours et aussi maintenant toi en tant que recruteur, directeur aussi, c'est hyper intéressant d'un peu allier tout ça, de voir aussi toutes ces postures et finalement les choses sont pas moi ce que j'ai envie de retenir c'est que les choses sont pas au hasard non plus. Les choses ont été faites pour une raison précise, même si parfois de l'extérieur on peut avoir l'impression. C'est un peu hasardeux, mais en fait non. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Puis c'est le côté aussi, encore une fois, c'est vrai que t'es pas le premier, comme on t'en avait déjà parlé, et c'est vrai que pour nous, se nourrir aussi de ces échanges avec des professionnels, comme toi, ça nous permet aussi, déjà, de pouvoir challenger notre vision, parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend grâce à vous, Ouais. et qu'on revoit, qu'on réactualise, et vraiment, encore même, des fois, ça nous aide énormément. Donc, vraiment, pour le temps, merci beaucoup. Et on se retrouve de toute façon très vite. Oui. De toute façon. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon, Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange-là. J'espère qu'on pourra en avoir d'autres. Et puis, en tout cas, bon courage à tous pour les recherches. C'est pas simple. Bon courage. Et surtout, voilà, courage. Donc, s'il y a des difficultés, continuez, n'hésitez pas. Et surtout, allez vous renseigner, réfléchir à votre projet pro, comme nous a dit Victor. Exactement. Avant de faire C'est ça. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.